Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog dans lequel j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir un guitariste très talentueux, un autre créateur de contenu très talentueux, et c'est aussi mon ami. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer Sébastien Doroth. Sébastien, comment ça va? Salut Seb, ça va très bien. Et toi? Ah, moi ça va super, je suis content de te voir. Voilà, Pareil. ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Est-ce que pour l'audience tu peux te présenter succinctement s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Yes, bah écoute, dans le cadre qui nous intéresse, je dirais que je suis musicien professionnel et prof de guitare. D'accord, Voilà. ok. Tu peux aussi mentionner que tu as une chaîne YouTube. Hein. J'ai une chaîne YouTube ouais, où je donne pas mal d'astuces pour apprendre le jazz manouche. Et j'ai aussi une école de musique en ligne, voilà, où c'est vraiment orienté jazz manouche et musique de Django en particulier. Donc, les amis, comme d'habitude, en ce qui concerne les invités, tous les liens les concernant se trouveront en description. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé la guitare, quel est ton parcours, comment tu en es arrivé là? Alors moi déjà, mon père est musicien professionnel, guitariste, pianiste. Donc j'ai toujours grandi dans un environnement de musique. Et moi au départ, je voulais pas faire de musique spécialement. J'étais branché arts martiaux. Moi, je voulais vraiment être champion de karaté et prof de karaté. Et un jour, en fait, j'ai un pote qui a débarqué à la maison. Je me rappelle vraiment de quand il a ouvert le portail. Et il m'a dit comme ça, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que ça te dirait qu'on monte un groupe de musique? Et moi je faisais pas de musique, lui non plus. Et il me dit, ton père, il a tous les instruments, donc on pourrait monter ça facilement. Et puis j'ai trouvé l'idée sympa et j'ai dit oui. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Vous avez commencé. Donc, tu avais quel âge approximativement à ce moment-là? 13 ans. D'accord. Ah oui, d'accord, 13 ans, pardon. J'avais 13 ans et puis bon bah du coup on s'était dit qu'on allait bosser des morceaux. L'idée en fait c'était tout de suite de monter un groupe, donc avec un autre pote batteur. Et bah, on s'était donné un petit répertoire, bosser jouer des trucs de téléphone, de Johnny, des trucs, pas mal de variétés françaises. Et puis, bon, bah, moi, c'était pratique pour moi parce que j'avais le papa à la maison, donc a pu tout de suite bah, me montrer tout un tas de trucs, quoi. Ouais, ouais. Et tu. Donc ça a commencé comme ça, et en fait, bon, moi, à partir du moment où j'ai pris la guitare, j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose. Ouais, il y a eu un truc, une Ouais, révélation un peu. il y a eu vraiment un truc, quoi. Ouais. Et après, tu as dévié plus vers Nirvana, etc. à un moment donné, non? Je me souviens. Ah, Enfin, c'était ouais, ouais, c'était l'époque. Nous, enfin toi, c'est pareil, on a le même âge. hmm, C'était Nirvana, c'était carrément en vogue. Donc ouais, ouais, Nirvana, les Guns, les Red Hot, les Rage. hmm. Ça passait à la Et à radio. l'époque, il y avait Guitar Part. Ouais, c'est vrai. Guitar Part, ça, c'était chouette, ça m'a beaucoup aidé. Juste une petite parenthèse sur Guitar Part, puisque c'est vrai que les gens l'ont mentionné, les gens de notre génération. C'est vrai que Guitar Part, pour nous, ça a été quand même super cool. Notamment, on pense à une petite pensée pour Gigi Rebayar. Donc voilà, qui était enfin, le guitariste principal qui jouait sur les guitares part, il me semble. En tout cas, je veux pas faire de bêtises. Mais c'est vrai que, en tout cas, les gens de notre génération se retrouvent là, quoi. À ce moment-là, sur Guitar Part, avec, où il y avait le Mediator à l'intérieur. Il y avait les hors-séries spéciaux, Guns N' Roses, Metallica, Pink Floyd, Nirvana, Clapton et compagnie. Donc voilà, c'est vrai que il y a tous les gens que j'ai reçus jusqu'à présent qui ont commencé la guitare, enfin de notre génération en tout cas, ont acheté Guitar Part, quoi. Voilà. Et Ouais, c'est ça. J'adorais aller à la librairie chercher mon Guitar Part, quoi. ouais, ouais, ouais. C'était un, il y avait un, oui, il y avait en plus il y avait le Mediator, etc. quoi. Ouais. Moi, je découpais les pages pour mettre sur mes classeurs, sur mes cahiers, de faire des trucs vraiment. J'étais à fond dedans, quoi. Voilà, petit souci technique, hein, les gars, parce que bon, bah, c'est comme du live, hein, nous on ment pas, hein, on donne brut de décoffrage les choses, il n'y aura pas de montage frénétique, quoi que ce soit dans les codes de YouTube aujourd'hui qui vous vrillent le cerveau. Et euh, comment es-tu arrivé en fait, est-ce que tu as pris des cours après ça ou pas? Parce que, Bah, moi, j'ai pris pas mal de cours. Ouais, bon, bah, déjà, avec mon père. ouais. Ensuite, je suis allé à l'école de musique de Semur en Auxois. J'ai pris des cours de classique, Hmm. des cours de jazz, atelier de jazz.
Cours de guitare électrique aussi. Mon prof, il jouait aussi bien de la guitare classique que de la guitare électrique. Il m'a fait découvrir Frank Zappa. Hmm. Il a commencé à me faire bosser l'impro. Et puis en atelier de jazz, ça a été brut de décoffrage. On a commencé direct par du Breaker Brothers, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais? Ils vous ont fait jouer quoi? Sponge? Some Skunk Funk. Ah, Some Skunk Et Kunk avec le break en 7-8 là? Putain, il déchire ce titre. ouais, sauf que nous, on le jouait vraiment. Padabadac, tadak, tidadada. Ouais, ouais, ouais. C'est bien en tout cas. Ah non, mais en tout cas, c'est bien parce qu'il vous a sensibilisé quoi. Même si vous étiez pas trop. Carrément. Il m'avait filé des disques de McLaughlin, de Uzeb, Michel Cusson, enfin, Jazz Fusion et compagnie, quoi. Alors moi, il y a un truc en te concernant. Bon, on en a déjà parlé, mais bon, je vous dis pour l'audience, par exemple, Sébastien, c'est une des personnes que je vois dans les créateurs de contenu qui a, pour moi, les mouvements les plus parfaits, en fait. Dans le sens où, par exemple, sa main droite, bon, alors même si. Est-ce que. Ah bah, on pourra en venir de la technique jazz manouche plus tard, mais je crois que tu joues en strict aller-retour, toi, dans le jazz manouche. C'est ça? Non, Tout, en dépend. fait, un peu Ouais. tout. Ouais, ouais. Parce que, bon, dans le jazz manouche, on en parlera plus tard, mais en général, lorsqu'on change de corde, on attaque vers le bas et on finit en butée, on conclut les notes avec un coup vers le bas. Il y a une technique un petit peu spéciale, mais en fait, Sébastien, vous regarderez ses mouvements. Sa main droite, par exemple, elle est ce que j'appellerais une main droite parfaite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le mouvement circulaire, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le mouvement avec la souplesse en même temps pour avoir de la rapidité, etc. Donc c'est vrai que, voilà, moi, par exemple, vous pourrez regarder ça dans ces vidéos. Voilà, donc ce qui souvent est le cas des gens qui ont étudié le classique. C'est vrai. Les gens qui ont fait de la guitare classique et qui ont perduré, parce qu'il y en a 90% qui sont dégoûtés quand ils veulent faire du Guns N' Roses et que t'arrives, que t'as le prof qui te fait ah non, 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 on va faire de la guitare classique, ou tes parents ils te disent bah, notre génération aujourd'hui c'est moins le cas. Mais bah non, quand tu veux faire de la musique, il faut commencer par le classique, le solfège, etc. Donc en fait, grosso modo, tu mets tellement de barrières à l'entrée avec des contraintes que bah, tu perds 90% des gens qui sont motivés à la base. Donc c'est pas grave. En tout cas, les gens qui font du classique, en général, ils ont vraiment des positions, des mouvements qui sont vraiment parfaits, quoi, en fait. Hein, voilà, donc c'est de là. Et après, en fait, comment s'est passé ta découverte vis-à-vis du jazz manouche, ta passion vis-à-vis du jazz manouche? Parce qu'on peut vraiment parler de. T'es vraiment passionné par Django, clairement, quoi. Enfin, Écoute, si je remonte dans le temps là, donc on va reprendre à quand j'étais à l'école de musique. hmm. Donc moi, le classique, en fait, c'était vraiment une demande de ma part, Ah, déjà, tu d'accord. vois. Donc, c'était pas subi. Moi, je voulais vraiment apprendre la guitare classique et je voulais apprendre la lecture, le solfège et tout ça. Moi, ça D'accord. n'a pas du tout été une corvée d'apprendre ça. Ça me saoulait un peu d'apprendre la clé de fa parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mais sinon, le rythme, le travail de l'oreille et compagnie, les cours de guitare classique, les ateliers de jazz, c'était vraiment top, quoi. Je prenais même un peu de cours de batterie aussi. Et, euh, et en fait, la ville dans laquelle j'étais, c'était une petite ville, mais il y avait beaucoup de musiciens. Et il y avait pas mal de gens qui étaient un peu plus âgés que moi, qui jouaient vraiment bien. Euh, voilà, ils avaient 3, 4, 5 ans de plus que moi. Et il y a deux guitaristes qui m'impressionnaient beaucoup et qui m'ont pas mal influencé, et qui écoutaient, ils travaillaient beaucoup de Robin Ford, qu'est-ce qu'ils bossaient encore? Du Gary Moore, et puis des trucs de jazz fusion, un gratteux qui jouait vraiment des accords que je comprenais pas, il jouait en tapping, c'était vachement stimulant. Et en fait, ces mecs-là m'ont donné des albums à écouter. Et ils m'ont fait découvrir Satriani, Steve Vai, Malmsteen. Et bon, moi, j'ai tout de suite été intéressé par le côté technique, les harmonies et tout ça. Et je donnais des cours en même temps, parallèlement, quand j'étais au lycée, à des enfants que ma mère gardait, et puis dans l'école de musique de mon père aussi. Et il y a un des parents d'élèves qui m'a amené trois disques. C'était John Lee Hooker, Charlie Parker et Django. John Lee Hooker, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre. Et Charlie Parker, j'ai vraiment pris une grosse tarte. J'avais 17 ans, je crois, à l'époque. Et Django, ça m'a scotché. Ça m'a vraiment mis par terre. Donc je commençais un petit peu à gratouiller du jazz manouche.
Mais bon, j'ai mis ça de côté pour me concentrer vraiment sur Vai Satriani. Et puis voilà, quoi. J'ai pas mal bossé en fait de shred à cette époque-là, de mes 17 à 20 ans, on va dire. Je me suis acheté la guitare de Steve Vai, La forcément. gemme? Ouais, James 7V, ouais. D'accord. Cadeau incroyable. J'ai un souvenir du livreur là qui m'amène la gratte quand je l'ai déballé, j'ai ouvert l'étui, j'ai encore l'odeur là qui me monte dans le nez, quoi. Ça, c'est grosse Madeleine de Proust. D'accord. La 7V, tu avais laquelle? Celle bariolée ou la plaque miroir? C'est une plaque, je sais pas comment on appelle ça, marbrée, quoi, il me semble. Marbrée? Ouais. Mais elle était comment? Elle était blanche? Elle était noire? Blanche, ouais. Ah, la Ouais. blanche? D'accord, ok. Ah oui, Je d'accord, l'avais. ok. D'accord, je vois laquelle c'est. Moi, j'ai eu celle d'après, tu sais, la 7V, mais noire, tu sais, avec la plaque miroir, là, et les nacres, là, qui est magnifique. D'ailleurs, que j'ai toujours, je l'ai gardé. J'ai gardé ma Madeleine de Proust, moi. Je me suis dit, ah, celle-là, il n'y a pas moyen, je peux pas la revendre. Même si j'arrête la guitare, je la revends pas, cette gratte. Euh, Ouais, moi, tu vois, j'ai vendu pour m'acheter une Vigier parce qu'entre temps, enfin, après, il y a Ron Tal qui est arrivé dans ma hmm. vie musicale et qui m'a vraiment Ron Tart, quoi. L'album Hermite, c'est ça? Moi, j'ai découvert avec. Non, c'était pas Hermite, je l'ai découvert après. Slo- Je sais plus comment il s'appelle, C'était cet celui où il album. y avait les mains un peu comme ça, là, sur la pochette? Non? Non plus? Je D'accord. me Parce que... rappelle. Enfin, Uncool, Rontal, ouais. ouais, Ron Tal. Et, euh, et en fait, après, donc, après tout ça, après le lycée, après le bac, je suis allé en fac de musicologie. Et puis, bon, j'ai même pas tenu un an. Et, euh, et après, je suis monté à Paris pour rejoindre ma copine de l'époque. Et là, bon, bah là, ça a été la grosse ouverture sur les bons musiciens et un nouveau chapitre, quoi. À ce moment-là, quand tu es monté sur Paris, tu fais déjà du jazz manouche ou non, pas encore? Non, pas vraiment, non. Non, non. D'accord. Non, non, j'en ai gratouillé un petit peu avec les copains de fac, Ouais, mais non. Non, non. d'accord. Et puis en plus, bon, après, par la suite, j'ai découvert que c'était vraiment un style que tu peux pas du tout apprendre tout seul, quoi. Oui, C'est clair c'est et un net. style oral, en fait. Oui. Ouais, en fait, c'est tellement exigeant au niveau du son et tout un tas de choses que si tu apprends ça tout seul de ton côté, sans qu'il y ait quelqu'un qui te corrige et qui te guide, c'est peine perdue, quoi. Hmm, hmm. Oui, Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, je me suis réinscrit. Enfin non, j'ai donné pas mal de cours aussi parce que j'ai fait du taf d'intérim et compagnie. Et après, je me suis réinscrit à la fac et là, j'ai rencontré un guitariste qui s'appelle Yann Negrit. d'accord. Je sais pas si tu Ok. connais. Ouais, ouais. Et puis, bah, Yann m'a présenté pas mal de zikos, quoi, parce que lui, il est parisien, il était bien implanté dans le truc. Et puis, bah, j'ai commencé à m'ouvrir, à aller en jam session et compagnie. Après, j'ai bossé dans les magasins rue de Douai, D'accord. chez Oscar Music et California Music. Ok. Et en fait, j'étais vraiment branché guitare électrique à fond, quoi. Ouais. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'être responsable du magasin de guitare acoustique. En fait, ça faisait quelques années que je bossais aux guitares électriques, donc pour moi, c'était le paradis, hein. Hmm. Rentrer dans le magasin comme ça avec toutes les PRS, toutes les Vigier, toutes les Ibanez. Et, euh, et puis un jour, j'ai demandé une augmentation à mon patron. Et il m'a dit, écoute, moi, je peux pas t'augmenter dans ce magasin, mais si tu veux, tu prends ma place au magasin guitare acoustique. Et puis, voilà. Sauf que moi, je l'avais vraiment vécu comme une punition sur le moment. La D'accord. guitare acoustique, ça me branchait pas du tout. Mais bon, j'y suis allé quand même. Et là, j'ai vraiment découvert un univers que j'ai adoré, quoi. Hmm. Déjà, la clientèle était différente. Il y avait beaucoup d'excellents musiciens qui passaient. Nous, on était les premiers revendeurs Godin. Donc, Godin, tu vois, Hmm. c'était les guitares, Hmm. c'était bien à la mode à l'époque pour les mecs qui jouaient de jazz. Et puis, il y avait des guitares manouches. Et donc, c'est là que je m'y suis mis vraiment. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des gens qui jouaient manouche. Et j'ai commencé à sortir en jam manouche et plus en jam jazz fusion et compagnie, quoi. Hmm. Et puis, bah là, Ouais. Effet là, boule je de me suis neige. emballé. Hmm. Ouais.
Et là, tu as quel âge à peu près à cette époque-là? Parce que quand même, t'as bien. Enfin, t'as un sacré parcours quand même. Là, t'es jeune encore à cette époque-là. Là, j'ai, je sais pas, 24 ans. Ouais. C'est marrant comme. C'est marrant parce que enfin, nos parcours convergent vachement, je trouve. Parce que bon, c'est vrai que nous nous entendons très bien. Je pense que moi, moi, c'est un de mes meilleurs amis, Sébastien. C'est une des personnes que j'ai le plus souvent au téléphone, etc. Et c'est marrant parce on converge vachement. Même moi, quand j'entends ton parcours, ça me fait penser beaucoup au mien, la découverte des trucs, etc. Sauf que toi, quand t'as splitté dans le jazz manouche à fond, moi j'ai splitté dans le jazz pur, traditionnel à fond en fait. Voilà. Et c'est marrant parce que t'as vécu ça comme une punition, tu vois, comme quoi nous parlons souvent, parce qu'on va pas se cacher par rapport à l'audience, on parle beaucoup de sujets un peu existentiels, on parle beaucoup de développement personnel, d'entrepreneuriat aussi, il faut pas se voiler, là, enfin il faut pas se cacher. Et c'est marrant comme quoi t'as vécu ça comme une punition et que quelque part, peut-être, ça a complètement influencé ta vie derrière, quoi. Un truc de fou. Ouais, ouais. Et quand est-ce que par rapport, puisque tu as été intermittent du spectacle de nombreuses années, comment tu en es arrivé à devenir intermittent du spectacle en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, avant l'intermittence, moi, quand je bossais chez Oscar Music, donc à 20 et quelques, Hmm, euh, j'avais déjà en fait cette envie de créer ma méthode. hmm, Tu vois, hmm. c'est un truc que Oui, je traîne depuis longtemps. Là, maintenant, j'ai monté mon école en ligne avec ma méthode, etc. Mais déjà à l'époque, j'avais ce désir-là, tu vois, qui s'est réalisé 20 ans après, quoi. hmm. Et à ce moment-là, justement, c'était l'époque où Guthrie Govan avait sorti sa méthode, la Creative Guitar. Je sais pas si tu les as eu Ah entre non, les ça, mains. ça, je m'en souviens pas, non. Ouais. Et, euh, et à l'époque, je traînais avec un guitariste qui s'appelle Éric Blanchard Ouais. et que tu connais aussi, qui est vraiment un musicien, un guitariste de fou. Et j'envisageais en fait de faire une méthode avec lui. Ça s'est jamais fait, quoi. Mais donc voilà, ça c'est resté dans un coin de ma tête. Et ensuite, comment ça s'est passé? Il y a eu un tournant, en fait. Donc, j'ai été responsable du magasin pendant quelques années et j'ai eu un accident de moto. Moi, j'étais un peu fada de vitesse, hein. Quand j'étais gamin, je faisais du karting. Après, donc, j'ai fait de la moto sur circuit. J'avais un GSX-R. Et puis, bah, je me suis vautré. Je me suis cassé le pied. Donc, arrêt de travail. Et à ce moment-là, bon, bah, j'avais 27 ans. Non, je sais plus, 25, 26, je m'en rappelle plus. Et en fait, du coup, j'ai fait un bilan, tu vois, parce Hmm, qu'un accident de moto, ça calme, ça fait réfléchir. hmm, Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool ce que tu fais, tu vois, bosser dans les magasins, c'était vraiment chouette. On faisait de la gratte toute la journée, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens, quoi. Tous les guitaristes, en fait, les grands guitaristes français connus, ils passaient au magasin. Mais c'était pas ce que je voulais faire, c'était pas ce qui me faisait rêver, quoi. Moi, je voulais faire de la scène, en fait, je voulais vivre de la musique. Et donc à ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter de bosser à Pigalle pour vraiment me lancer dans la musique. Donc je suis parti, je me suis arrangé avec le patron et j'ai eu droit à 2 ans de chômage qui était un peu ça a été le moment où je me suis reconverti, quoi. hmm. Où j'ai vraiment bossé à fond, j'ai monté un répertoire, j'ai fait en sorte de rencontrer les icos. Et puis voilà, après j'ai démarché, et puis très vite j'ai trouvé plein de concerts, j'ai eu du boulot, j'ai côtoyé les mecs, j'ai intégré le réseau, et puis après c'était parti, quoi. Mais à ce moment-là, j'étais pas intermittent. J'ai été intermittent quand j'ai déménagé à Dijon. J'ai déménagé pour des raisons familiales. Et puis là, j'ai intégré, en fait, j'ai commencé à bosser avec des chanteurs de variété Hmm. qui étaient déjà bien installés. Et ça, c'était un rêve aussi que j'avais, tu vois, de faire de la variété, de reprendre la guitare électrique, de travailler un petit peu les sons, de rejouer un petit peu avec la disto, de faire voilà, des trucs que j'avais jamais fait. Et ça, j'ai fait ça pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, quoi, tout en continuant à faire du jazz manouche.
Ouais, d'accord. Donc, oui, en parallèle, t'as eu envie d'un peu d'éclectisme, j'ai envie de dire, comme diraient les inconnus. Mais, ouais, t'as eu envie un peu de retrouver, ouais, tout en. Et je trouve cette démarche géniale, quoi. D'un côté, tu vis de la musique, tu fais quelque chose d'ultra alimentaire, mais en même temps, bon, bah, c'est cool. Clairement, ça t'apprend le métier, comme tu le dis, tu fais plein de styles différents, tu utilises un peu les effets et tout, ce qui a un côté vachement cool, en vérité. Et en même temps, tu étudies le jazz manouche à fond, quoi. Ouais. Ah, Donc mais moi, ça, j'ai adoré jouer dans des groupes de variétés, accompagner des chanteurs. oui, Je oui, trouvais oui. ça génial. Et on faisait beaucoup de guitare-voix. Et j'ai développé plein de trucs sur la guitare, guitare acoustique en guitare-voix, quoi. Accompagner des chanteurs, c'est vraiment top. Ah oui. Je Surtout relevais que... des parties de piano, tout ça, tu sais, Exact, tu ouais. commences à jouer des accords avec avec des accords sur basse, tu vois. Oui. Tu dois créer un arrangement. Hmm. S'il n'y a pas de séquence, s'il n'y a pas de looper, par exemple, ce qui est, je trouve, moi, ce qui a été mon cas aussi, on s'est retrouvé à faire beaucoup de duos acoustiques. Nous, on chantait à deux, et Steve faisait que chanter, lui. Et en fait, le fait est que quand tu es seul, à la guitare sans loop. Alors parce que tu t'essayes les loopers, tu dis ah c'est bon, c'est la loose. T'essayes les séquences, t'essayes des trucs et les boîtes à rythme et tout, tu dis non c'est la loose. Et en fait il y a rien de plus classe que guitare voix quand en fait que avec la guitare t'es obligé que ça, tu fais en sorte que ça groove, tu fais en sorte qu'on entende la basse, tu fais en sorte que ça vive, qu'il y ait de l'interaction un petit peu. Il faut faire des arrangements, etc. Donc je trouve que le guitare voix c'est vraiment un truc, c'est un peu un game changer quoi. Quand t'es vraiment obligé d'être seul, là, tu peux te lancer un peu quand tu joues tous les soirs. Bah, le répertoire, tu te dis bon, allez, on monte un nouveau morceau. Tu fais une petite intro, t'improvises une intro. Pendant que lui il cherche sa partition, qu'est-ce qu'on fait ou ses paroles, tu dis bon, bah tiens, je fais une intro. Tu pars, je sais pas, tu pars dans une intro en sol majeur. Et là, il te dit bah, on va faire Just Two of Us en ré bémol. Et là, du coup, ça t'oblige, toi, à moduler, à amener la modulation en ré bémol, tout ça en temps réel. Et je trouve vraiment que. Et là, t'as pas de filet de sécurité, quoi. Bon, en même temps, en face de toi, t'as pas forcément des mélomanes, ce qui te permet un peu de, un peu de glisser, mais voilà, le guitare-voix, je trouve vraiment, en plus, c'est la classe guitare-voix, quoi, simplement, tu vois. Je pense à ce concert, tu sais, de John Mayer où il est juste guitare-voix seul, dans un stade, tu vois. C'est la classe, je trouve. Mm. Et, C'est une bonne école. ouais. Super bonne école. Ouais. Hmm. Et de là, j'ai une petite question par rapport au duo que tu avais, parce que tu avais un duo, on peut dire, un peu singulier. C'est que tu avais le duo Prélude à un moment donné. Mhm. Donc vous étiez en duo guitare-violon. Donc Hmm. comment ça s'est goupillé? Parce qu'en fait, tu faisais tout le dossier. Alors pour les gens, le dossier, ça veut dire, grosso modo, c'est le projet qui te fait manger, en fait. Hein, voilà. Donc tu fais tout le dossier avec duo Prélude pendant quelques années quand même, non? Ouais. Ouais. Bah ça, en fait, bah, j'ai fait ça avec Marie, avec mon ex-compagne. Hmm. Et donc ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, elle a commencé à jouer justement avec le duo que j'avais avec le chanteur. Hmm. On a fait un trio. Et puis après, on a bifurqué vers le duo naturellement, quoi. Hmm. Et Hmm. ça, c'était vraiment chouette aussi, quoi. D'accord. Ok. Mm. Et donc là, tu te lances sur Internet. Ouais, en fait, bah, Marie s'est lancée avant moi sur le violon. Et c'était la période Covid. Donc il y a pas mal de gens qui se sont lancés sur Internet à ce moment-là. Et puis, d'ailleurs, c'est là que je t'ai rencontré. Hmm. Et au départ, j'étais pas parti sur sur un bloc de guitare. J'étais parti sur un truc de dev perso. Hmm. Et donc j'ai essayé ce truc de dev perso. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça me convenait pas. La guitare, ça me manquait trop. Donc après, j'ai lancé le truc guitare. Et au départ, vu que moi, je suis assez polyvalent, j'étais pas parti sur du jazz manouche, quoi. J'étais parti sur un truc un peu général. Et puis pareil, c'est en faisant que je me suis dit non, ça me va pas. Vraiment, Hmm. je, cible-toi. En plus, bon, le jazz manouche, ça reste quand même ce que je connais le mieux. Et donc, je me suis vraiment niché, quoi. Et là, je rigole un peu parce que je me rappelle du coup de pied au cul que tu m'avais mis. Je sais pas si tu te rappelles. Peut-être. Vas-y.
Ouais, tu vois, on discutait beaucoup, blog, machin, compagnie. Et puis un jour, tu m'appelles, ça faisait 4 mois qu'on s'était pas eu. Et tu me dis alors, t'en es où sur le blog et tout. Puis bon, je dis bah écoute, là je suis encore sur le site, là, choisir les couleurs du site, la typo. Et toi, tu m'avais sermonné en fait. Tu Ah vois. ouais. Ouais. Comment ça? T'es pas déjà tout lancé? Comme c'est quoi ce bordel? Sachant que grosso modo, et puis c'est vrai que toutes les personnes qui passent ici, moi j'adore, bah, tu le sais, j'adore partager, pas que forcément ce qui enfin, j'adore partager ce qui me passionne en général. Et que toutes les personnes qui sont passées en interview là, je leur ai tous dit la même chose. Je leur ai dit, mais les gars, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Il y a des mecs qui sont ultra talentueux et je prends pas ça d'un côté business uniquement parce que clairement, le business, pour l'argent, ça marche pas. On le sait, toi et moi on le sait. Si jamais on voulait vraiment faire de l'argent, on ferait pas de la guitare. Clairement, c'est ce que je t'ai dit quand j'ai rencontré les mecs là-bas, qui me disent mais pourquoi tu fais de la guitare quoi? Il y a pas d'argent à faire là-dedans. Et en fait, c'est qu'en fait c'est la passion et que des fois il y a certaines personnes, notamment que j'ai reçues, tu as peut-être vu passer certaines interviews, des gars qui font, en fait, qui partagent pas avec le reste du monde leur talent en fait. Et je trouve ça con. Je trouve que c'est du gâchis en fait. Comment ça? Mais pourquoi tu partages pas avec le. C'est un peu avare dans un sens, tu vois. Quand t'as. Je sais pas. J'en parlais avec un ami à moi et je me dis, moi, quand la nature, elle t'a donné quelque chose, parce qu'on est des gens qui ont des facilités probablement dans la musique, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand la nature, elle te donne quelque chose, tu te dois de lui rendre, en fait. Et, euh, et même si tu fais plaisir à une personne, je pense que c'est une bonne façon de. Quand tu as une passion, tu te dois de la transmettre en fait. C'est la transmission, je parle pas de là, je parle pas de business du tout. Je parle simplement que ce soit pour les gens ou que ce soit pour toi, la transmission, ça fait partie de notre job en fait. Transmettre une passion, transmettre tiens, va écouter ce gars. Ah ouais, tu connais ce truc, tu vois. Par exemple, j'ai tripé avec mes enfants ce week-end sur un groupe de death metal qui s'appelle Prevail to Slaughter avec Alex Terrible, le chanteur. Je te dis, allez écouter ça, les gars, c'est une tuerie. Voilà. Et en fait, je sais pas, moi je trouve ça génial de pouvoir, même si bah, nous on est dans le jazz fusion, musique improvisée, des trucs comme ça, mais rien ne nous empêche d'apprécier, je sais pas moi, un bon truc de bourrin ou une bonne pièce classique et de le faire partager aux gens. Oh, putain les gars, écoutez ça, ça tue. Même si tu vas pas écouter ça toute la journée, j'irai pas m'écouter Snoop Dogg toute la journée dans mon casque, mais franchement c'est génial. Ou Eminem, ou n'importe quel autre style, ou Céline Dion par exemple, mais ça vaut le coup de connaître ça. C'est comme de visiter certains endroits dans le monde, on en a parlé il y a pas si longtemps. À un moment donné, tu te dois de. Tu vis 100 ans sur cette terre, c'est pour aussi t'enrichir de toutes les merveilles que l'humanité a créées, quoi. Voilà, enfin, c'est mon avis. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'était vraiment cool parce que tu m'avais dit, hein, la phrase exacte, c'était, je m'en rappelle. euh, Attends, c'était quoi? Ouais, si tu fais pas une vidéo cette semaine, t'es vraiment une merde. J'ai dit ça. Ouais. D'accord. Et là, en fait, je m'étais dit, mais il a raison. Il a raison. En fait, je faisais de la procrastination intelligente. Oui. Euh, voilà, parce qu'en fait, c'est juste que j'avais peur, tu vois. J'avais peur de me lancer. Donc, je faisais tout un tas de trucs qui servent à rien, quoi. Le plus important, c'était de commencer à faire ma vidéo et, euh, et lancer vraiment le truc, quoi. Parce que Ouais. si tu m'avais pas dit ça, peut-être je serais resté encore des mois à rien faire, quoi. Ouais. Donc, c'était le bon coup de pied au cul. Voilà, c'était vraiment le début de l'aventure. Ouais. Ouais, guitare de l'exploration, puisque ton site s'appelle. Mais au départ, c'était pas Guitare Exploration, c'était Ensemble on peut changer. D'accord, ok. Ouais, c'était très axé dev perso, quoi. Ouais. C'est toi qui m'avais donné le titre, hein, d'ailleurs. Ouais, parce qu'ensemble, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, bah, c'est pas moi, hein. De toute façon, tu sais, c'est très américain, ça. Ensemble, on peut changer le monde. Ensemble, on peut tout déchirer. Ensemble, on va tout déchirer, on va réussir. C'est très, très amerloc, ça. Donc, alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler donc de la pédagogie, peut-être de ton site, etc. Comment ça se passe? Quel est comment dire, l'architecture en fait de la structure, quoi. Voilà. Écoute, déjà, j'ai un blog sur lequel il y a beaucoup d'articles qui traitent voilà, tout un tas de trucs
dans le jazz manouche en particulier, Mm. où il y a pas mal de partitions à télécharger. Donc, n'hésitez pas, hein, les gars, hein, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez aller là-dessus. Là, j'ai Dans la ouais, description, les amis. et là, j'ai lancé en fait un autre site où il y a un challenge pour ceux qui veulent un petit peu tester leur niveau de guitare. Bah, pareil, hein, je te donnerai le lien. Ils Mm. peuvent s'inscrire là-dessus. Donc, en fait, j'ai mis une partie de la formation que je propose vraiment à mes élèves, donc à la Django Leaks Academy, pour qu'ils puissent un petit peu voir et puis un petit peu se situer, commencer à bosser et faire un bilan à la fin du mois, de voir où ils en sont, quoi. Et puis voilà. Bah, après l'école, c'est un gros truc, quoi. C'est vraiment, j'ai voulu faire une école pro, mais en ligne. Mm. Moi, j'ai eu un peu à l'époque la frustration en fait, parce que je voulais faire le MAI comme tout le monde, tu vois, je voyais les brochures avec Steve Vai et compagnie, et j'ai pas pu le faire. Ça a toujours été, enfin, maintenant c'est plus une frustration, mais ça l'a été pendant pas mal de temps. Et moi, je me suis dit en fait, j'aimerais mettre en place une école pour pouvoir que que les gens puissent s'offrir en fait la possibilité de euh, de participer à une école pro où qu'ils soient, à l'étranger, n'importe où. Voilà, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, si je puis me permettre, tu fais. Alors, il y a une part de coaching, si je ne m'abuse, dans le site. Il y a beaucoup de cours collectifs. D'accord. Sur Zoom. Il y a 8 créneaux, ouais, 8 heures. Je propose 8 créneaux par semaine. Ça permet comme ça aux gens de trouver au moins quelques créneaux sur lesquels ils peuvent se connecter. Après, il y a donc il y a tous les replays qui sont accessibles aussi. Et puis, il y a pas mal de cours, de tutos détaillés sur les morceaux du mois ou les gammes, enfin tous les trucs qu'on va travailler, quoi. Ouais, ouais. La Le- théorie, ouais. etc., dont tu as besoin pour le jazz manouche, la technique, etc. Mm. Alors, moi, je me permets, puisque, bon, bah, nous, moi, je le sais, mais bon, c'est pour l'audience aussi que je trouve que c'est très intéressant. Donc, tu es très, 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 très. On pourrait dire que tu es fan de Django Reinhardt, comme moi, je suis fan d'Alan Allsworth. Je pense qu'on peut dire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te fascine tant dans ce musicien-là? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ce qui me fascine chez Django, c'est difficile d'expliquer ça avec des mots, en Hmm. fait. Hmm. C'est juste le mec qui fait une note et voilà. C'est ce truc-là, en fait. Ouais. C'est et en fait, c'est un musicien qui est très expressif, quoi. Et moi, c'est vraiment un des trucs qui me plaît le plus dans la musique, quoi. Cette capacité à faire vivre des émotions, en fait, Hmm. et à te transporter. Et le jazz manouche, après, ce que j'aime bien par rapport à, parce que j'ai joué beaucoup de guitare électrique pendant longtemps, j'ai même eu des groupes de métal, hein. J'ai eu ma période 7 cordes, cheveux longs, un peu cornes et compagnie, tu vois, Slipknot et tout ça. Et moi, un des trucs qui m'a toujours saoulé en fait dans la guitare électrique, c'est le matos, quoi. Hmm. Devoir trimballer le matos, ça fait quand t'as des groupes, tu joues avec un batteur, tu peux pas jouer partout. Et à un moment donné, moi, j'avais ce goût pour la liberté. Et en fait, dans le jazz manouche, j'ai retrouvé ce qui me plaisait dans le rock, dans le métal et compagnie. D'accord. Mais sur une petite guitare que tu peux trimballer partout, tu peux jouer avec tout le monde. Et c'est très technique. Moi, la technique, ça me plaît énormément. C'est très expressif, c'est très mélodique. Il y a tout. Pour moi, dans le jazz manouche, il y a vraiment tout. Oui, il y a une cohérence dans le discours, une architecture aussi dans le phrasé. On en revient souvent parce qu'il y a des gens, si tu veux, des gens qui nous suivent, qui ont du mal quand on leur dit, qui ont du mal à différencier, à savoir vraiment ce que c'est qu'une phrase, en fait. Tu vois, je trouve que en tout cas, c'est les questions qui reviennent souvent sur la chaîne quand je leur dis, ah ouais, cette phrase, elle est magnifique. Les gens ils se disent, mais une phrase, mais qu'est-ce qui se diffère? Pourtant, ce sont des arpèges, c'est une gamme, mais
Je dirais que c'est le pas, en fait, que c'est la chose qu'on peut pas quantifier quand le matériel musical qu'on peut analyser facilement en disant des gammes, des chromatismes, des arpèges, des triades, etc. Puisqu'on met ça à toutes les sauces à un moment donné, puisque les gens ne cherchent pas comment faire une phrase. Ils tapent, ils cherchent comment utiliser les triades, qu'est-ce que sont les triades et les trucs comme ça. C'est vraiment le moment où en fait tu passes du matériel musical brut à la musique en fait. Je dirais que on pourrait dire ça un peu. Parce que d'un point de vue théorique, c'est un peu une évidence quand après on connaît le matériel de base de se dire ah bah oui bah là ce sont des triades finalement, surtout dans le jazz manouche on utilise énormément les triades avec les notes d'approche. Je pense que tu vas valider ça. Et c'est vrai que moi qui suis pas un grand fan de jazz manouche, c'est pas quelque chose voilà, je trouve que c'est génial, attention, mais c'est pas le style qui me transcende, mais quelque part c'est un matériel évident mais mis d'une façon vraiment ouais, musicale quoi. C'est hyper musical quoi, c'est incroyable quoi d'ailleurs. Et il y a aussi un sujet qui m'intéresse vachement dans les conversations que nous avons, c'est quand tu me dis le son. Quand tu me dis, par exemple, des mecs comme... alors, je crois qu'on parlait d'Adrien Moignard, il me semble, et de ces gars-là qui sont des guitaristes de jazz manouche de Paris, quoi, en fait. Ils ont un son, tu me dis, quand t'es à côté d'eux, tu le crois pas, quoi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce son, donc de toute... peut-être de la technique dont découle ce son, etc., etc. Ouais, le son, en fait, le son pour moi, c'est le premier truc à travailler. Euh, Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent en fait commencer par, ils veulent jouer vite, Hmm. mais en fait, euh, pour moi, ouais, la virtuosité, elle vient après le travail du son, quand tu te concentres vraiment, quand tu as vraiment à cœur de faire des belles notes, de prendre le temps, tu vois, de mettre un petit peu ton ego de côté et de travailler le son. Moi, c'est pour moi ce qui ouvre toutes les autres portes, en fait. Et après, c'est vrai que c'est difficile de travailler ça tout seul. Ce qu'il faut, c'est être à côté des musiciens qui savent vraiment jouer. Il y a une espèce de transmission magique qui se fait juste dans la présence, en fait, Hmm. de l'autre musicien. Après, le travail du son, hein, pour moi, ce qui permet d'avoir ce son timbré, puissant, c'est le relâchement, Hmm. tout simplement. Un C'est lâcher prise. vraiment relâchement, enlever toutes les crispations en fait. Quand tu joues crispé, c'est un peu comme si t'accélères et tu freines en même temps. Tu vois, Hmm. il y a un truc qui matche pas. Et tous les musiciens donc qui ont été un peu mes mentors, on va dire, ils avaient ce truc-là, quoi. Une énorme virtuosité dans la facilité. Le premier musicien qui m'a choqué là-dessus, c'est un batteur, c'est Dennis Chambers que j'avais Hmm. vu avec Mike Stern au New Morning. Ok. Où le mec, en fait, à un moment, il a pris un solo et plus il jouait vite et fort, plus t'as l'impression qu'en fait, il était complètement relâché, quoi. Hmm. C'est un peu, tu retrouves ça hein, dans les arts martiaux, dans plein de trucs, hein. Hmm. Ouais. Donc ouais, ouais, ouais. Donc oui, non, c'est vrai que alors nous en off parce que je pense qu'on peut en parler. De toute façon, j'en parle souvent sur la chaîne. Il y a cette notion enfin, on parle beaucoup de ça, de dev perso, par rapport à notre expérience, par rapport aux expériences. Notre expérience de vie totale, nos petites expériences de tous les jours, des choses qu'on expérimente, des hauts, des bas. Des fois, c'est vrai que nous, on a tendance à bien se motiver. Quand il y en a un qui est un peu dans une énergie basse, l'autre, il le fait remonter dans une énergie haute. Ce qui, moi, s'est produit pour moi, par exemple, en janvier, puisque en janvier, j'étais au fond du... Ouais, début janvier, j'étais un peu au fond du trou, j'étais un peu démotivé. Toi, t'es arrivé, c'est toi qui m'as mis à ce moment-là, tu m'as mis le coup de pied au cul à ce moment-là, qui m'a fait, qui m'a fait vraiment du bien. Et puis, voilà. Mais on parle souvent de ce côté lâcher prise, en fait. C'est quand même quelque chose qui est difficile à, à définir de façon, comment dirais-je, cartésienne, un petit peu. Dans le fait que, euh, comment dire, faire les choses, ouais, totalement relâché, alors que ce soit même d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique, en fait. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça?
Parce que Ouais, en il y fait, a... ouais, pour moi, il y a un truc qui est totalement lié avec la sincérité. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais, tout simplement. Et quand il y a des obstacles, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas juste, qui est pas aligné. Et la nature, elle cherche des moyens pour qu'on s'en rende compte, quoi. Moi, pour moi, la guitare, c'est mon meilleur outil de développement personnel parce que ça me tient tellement à cœur que quand j'ai des barrières là-dessus, je sais qu'en fait, des fois, c'est pas sur la guitare qu'il faut que je travaille, c'est Hmm. sur moi. Voilà, vraiment mettre l'ego à la bonne place. Dès que tu veux commencer à jouer pour épater la galerie ou pour te prouver des choses et compagnie, c'est pas la bonne attitude et tu le payes sur ton instrument. À un moment donné, il y a vraiment un truc de se mettre au service de la musique et devenir juste un canal pour ça, quoi. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je me suis assagi, entre guillemets, j'ai gagné plein de choses sur la guitare. C'est ultra dur même parce que bon, on est quand même des gens qui consommons beaucoup de livres sur le sujet. On fait de la méditation, on fait des retraites, des trucs comme ça, bon, de différentes façons, etc. Mais on est quand même des gens qui s'intéressons à ça, qui connaissons des gens qui parlent de ça. On parle beaucoup de ça avec des amis, etc. C'est quand même, c'est le fait de dire finalement, faisons les choses juste parce qu'on aime ça, par amour un petit peu, en grosso modo, sans vouloir prouver quoi que ce soit à quiconque, juste parce que c'est ce qui vient, etc. Enfin, Mm. moi je pourrais te donner même des exemples. Par exemple, tout ce qui se passe là, c'est le résultat de ça, parce que j'ai pas fait ça quand j'ai lancé mon premier vlog, j'ai pas du tout fait ça pour faire ce qui en a découlé finalement. J'ai juste fait ça parce que j'avais juste envie de partager. Et j'ai l'impression que on peut quantifier ça plus facilement peut-être avec des résultats, notamment avec l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que tu lances des actions et quelque part, c'est comme un jeu, et puis ton succès ou pas prouve que tu as raison ou pas, quoi. Grosso modo, c'est un peu. Voilà. Donc quand tu fais de la musique, c'est différent, puisque c'est artistique, c'est subjectif. Et tu te dis, c'est vrai que quand tu as tendance à vouloir taper un solo de guitare, il y a ce côté un peu flamboyant de la guitare, guitare héros, toute la culture qui va avec, un peu moderne de tout ça. Et finalement, quand tu fais quelque chose, les- des fois, tu as envie de te prouver à toi-même et à tout le monde que bah, tu es capable de faire telle ou telle chose. Personne n'en a rien à foutre. Et quelquefois, tu fais juste un truc qui sort de toi, il y a tout le monde qui dit ah, c'est génial ce que tu as fait là-dessus. Et dans ta tête, tu te dis putain, mais pourtant c'est rien, quoi. Tu vois. Et même là, à ce moment-là, même quand tu vois que ça marche, que tu dis ouais, bon, ben, grosso modo, c'est après que tu dis bon, ben là, j'étais dans le lâcher prise. Oui, c'est vrai que quand j'ai fait ça, j'étais dans un état d'esprit de lâcher prise où j'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit, etc. J'ai juste fait ça par amour, on pourrait dire ça comme ça. Puisque bon, l'amour, nous on a l'amour en France dans un mot, mais par exemple au Japon, ils ont 12 je crois, 12 mots différents pour les amours, les passions, les différents trucs. Bref, enfin, c'est intéressant, quoi, en tout cas, de se dire que tu aies corrélé ça avec le son, en fait, directement, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils un peu à donner aux gens qui nous écoutent, puisque là, tu as carte blanche, mais non, tu peux y aller. Conseil, Ou ce que tu veux, euh, dis-leur, même parle-leur de autre chose, si tu veux. je vous conseille de vous mettre au jazz manouche, les amis. Non, c'est vraiment un style génial, mais sans parler de jazz manouche, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est n'abandonnez jamais. Voilà, en fait, souvent, quand on voit jouer un bon musicien, on se dit ouais, ça a été facile pour lui, etc. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On est tous passés par des phases ultra complexes. Et moi, il y a quelques mois d'ailleurs, hein, j'ai appelé un pote super zikos. Je bossais un truc, j'y arrivais pas, ça me saoulait. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah tu sais quoi, en fait, je crois que je vais arrêter de bosser ma gratte là. Je pense que j'en ai assez fait. Je me contente du niveau que j'ai, c'est déjà pas mal. Et puis, ce qui est drôle, c'est que juste de l'avoir verbalisé, en fait, d'avoir à ce moment-là été dans l'acceptation, de me dire, ah putain, tu vois, j'y arrive pas. Et ça m'a permis de lâcher un truc, euh, lâcher une tension
et qui derrière fait que j'ai pu en fait faire le truc que j'arrivais pas à faire, tu vois. Hmm. Donc il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. Quand on veut vraiment, on trouve les solutions, quoi. Donc voilà, et après, moi j'ai envie de dire que ça vaut vraiment le coup. Moi, la guitare, je passe des moments, je me sens béni, moi, de jouer de cet instrument-là. Je passe des moments magiques, je rencontre des gens extraordinaires. Euh, voilà, c'est fabuleux, quoi. J'en vis depuis quasiment toujours, en fait. Hmm. Ok, Voilà. super. Bon, ben les amis, sur ce, moi je vous invite à aller découvrir ce que propose Sébastien sur sa chaîne, donc sur son site aussi. Il y aura tout en description, bien sûr, comme d'habitude, pour tout ce qui concerne les invités. Ben moi, en tout cas, je te remercie. Alors moi, je voulais t'avoir. J'ai un peu, ouais, c'est vrai que tu es beaucoup pris en ce moment. J'ai insisté parce que je voulais absolument t'avoir sur la chaîne avant la fin du challenge, parce que voilà, il est bientôt fini là. Alors, je crois que je crois que tu es à 3 4 jours de l'arrivée en fait du challenge. Donc, en tout cas, je te remercie bien d'être venu. Je te remercie pour les gens aussi. Voilà. Et puis moi, les amis, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao. Merci, Seb, hein. Bah, Attends, de rien. t'as coupé? Non, 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 j'ai pas coupé. Non. Ok. Ouais, non, non, bah, écoute, moi je te remercie beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment génial là que tu invites un petit peu tout le monde. Moi, ça me permet de découvrir des gens que je connaissais pas. Et, euh, et je trouve qu'en fait, les créateurs de contenu sont intelligents. Tu vois, il y a de l'intelligence, il y a de l'humilité, il y a du partage. C'est hyper chouette. Et puis ça m'a fait plaisir. Hier, j'ai regardé l'interview d'Olivier Olmos. Hmm. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc c'était Donc chouette. les années guitare live. Ouais. Hmm. Et en fait, on s'est croisés à cette époque-là, mais sans le savoir. Hum, Toi- j'ai pas de souvenir de toi, ouais. Ouais, ouais. Et toi, c'était quoi? C'était ton pseudo sur Guitar Live, c'était quoi? Moi, c'était Zarathustra. Ah, mais si, je me souviens de toi. D'accord. Ok. Zarathustra. Ok, moi, c'était juste mon nom, quoi. Seb Zunino. Donc, voilà. Mais on s'est peut-être, on était peut-être pas à la même époque. Moi, ça devait être 2000. Je dirais que ça devait être probablement autour de 2006, 2007, probablement. Peut-être même avant 2005, peut-être. Il faudrait que je regarde parce que je crois qu'il y a encore les archives des défis. Mais je me souviens de Zarathustra, oui, effectivement. Ouais, ouais. Donc, bah ouais, ouais, non, c'est vrai que les créateurs de contenu, moi, il y a plein de gens enfin, il y a plein de gens qui méritent à être connus parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent sur cette chaîne qui connaissent pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert d'autres personnes grâce à ces interviews. Puis il y a aussi des gars qui sont pas des créateurs de contenu mais qui sont des musiciens. Je pense à Morgan par exemple. Tommaso qui est un guitariste vraiment talentueux, compositeur talentueux qui lui fait pas de vidéos sur internet. Donc bah, les gens qui regardent cette chaîne, même si le style te plaît pas, il y a des gars qui méritent à être connus, quoi. Enfin, à être entendus aussi. Enfin, voilà, ne serait-ce que déjà pour leur talent et aussi pour leur façon de penser l'instrument, leur façon de pratiquer. Il y a des gars qui ont donné des super tips à l'audience. Enfin, moi, je trouve que c'est cool. Voilà. Bah écoute, merci pour tout ça. Les amis, moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. On a bientôt fini le challenge et je dois être franc avec vous. J'ai hâte quoi d'avoir fini. Voilà. Allez, ciao, à plus.